Les sionistes violèrent donc ouvertement les recommandations de la résolution 1981. Celle-ci avait proposé une période de transition de 2 ans, jusqu'en septembre 1949, pour mettre en place notamment l'Union économique. Or, Ben Gurion décida la proclamation d'État dès le 14 mai 1948, tuant toute occasion de compromis. D'autre part, il voulait à tout prix empêcher la création d'un État palestinien, contrairement, là encore, à la lettre du plan de partage. Une telle possibilité existait-elle? Nous savons peu de choses sur l'état de l'opinion palestinienne. Ce qui est sûr, c'est que le Haut Comité arabe, sous l'égide d'Amin el-Husseini, rejeta catégoriquement la résolution des Nations unies, de même que la majorité de l'opinion. Mais le Haut Comité était très critiqué, et les Palestiniens étaient-ils prêts à se battre? De nombreux villages arabes signèrent des accords de non-belligérance avec leurs voisins juifs, comme le souligne un responsable sioniste. La majorité des masses palestiniennes acceptaient la partition comme un fait accompli et ne croyaient pas à la possibilité de la rejeter. Ben Gurion notait le 14 mars 1948 « La grande majorité d'entre eux ne veulent pas nous combattre. » Certains dirigeants d'organisations influentes, comme la Ligue de libération nationale, communiste, prônaient un compromis. Personne ne peut dire si un accord était possible, mais à aucun moment Ben Gurion ne prospecta sérieusement une telle option. Il avait déjà négocié une partition de facto avec l'émir Abdallah de Jordanie, car les États arabes étaient profondément divisés. La Jordanie, qui alignait la Ligue arabe, la plus efficace des contingents arabes, lorgnait une partie de la Palestine. Et elle était d'accord avec les sionistes pour écraser les Palestiniens. Le roi Farouk d'Égypte avait imposé tardivement l'invasion à ses généraux réticents. La Syrie se méfiait des ambitions des dynasties hachémites, d'Amman et de Bagdad. Aucune coordination, aucun plan de bataille commun n'avait été élaboré par les pays arabes. D'autre part, le 14 mai 1948, l'ensemble des forces arabes sur le théâtre des opérations, aussi bien celles des États qui avaient envahi la Palestine que celles des Palestiniens, n'excédait pas 25 000 soldats, alors que la toute jeune armée de défense d'Israël, Tsahal, en alignait 35 000, puis 100 000 en décembre. À chaque étape, l'armée israélienne comptait plus de soldats que tous ses ennemis réunis. Si durant les premiers mois, elle ne disposait que de peu de matériel lourd, elle surmonta cette faiblesse grâce à la fourniture clandestine et illégale d'armes venues de Tchécoslovaquie. L'un des éléments les plus insolites de ce conflit, au regard de la tournure qu'il prit par la suite, fut le soutien moral et matériel apporté par l'Union soviétique et ses alliés au mouvement sioniste. Moscou s'étant fixé pour objectif prioritaire le départ des Britanniques de la région. La défaite arabe était donc inscrite dans les rapports de force. David terrassa bien Goliath, mais un Goliath au pied d'argile. Cependant, Israël perdit 6 000 personnes durant les combats, soit 1% de sa population. Et celle-ci garda l'impression qu'elle avait été une nouvelle fois au bord de l'extermination. Lorsque se mettent en place les accords d'armistice avec les pays arabes, le dernier signé avec la Syrie en juillet 1949, Israël s'étend sur un territoire bien plus vaste que celui prévu par le plan de partage, environ 78% de la Palestine. Il a également pris le contrôle de la partie ouest de Jérusalem. Enfin, l'État pratiquement ethniquement pur ne compte qu'environ 150 000 Palestiniens assujettis à un régime militaire jusqu'en 1966.
Pour clore ce chapitre, il faut tordre le cou à un dernier mensonge, celui selon lequel Israël aurait toujours recherché la paix avec ses voisins, mais n'aurait jamais trouvé de partenaire arabe. Des archives émergent en tout autre récit. Avec ses trois principaux voisins, la Jordanie, la Syrie et l'Égypte, des contacts sont noués après la guerre. À chaque fois, Israël refuse toute concession pour conclure la paix. Nous voulons la paix contre la paix, écrit Ben-Gurion. Il n'est question ni de rendre les territoires conquis, ni surtout de permettre le retour des réfugiés palestiniens. Le Premier ministre israélien envisage même la conquête de la Cisjordanie et de Gaza. À plusieurs reprises, entre 1949 et 1951, l'émir Abdallah de Jordanie propose divers compromis qui sont repoussés. Moshe Sharet, le ministre israélien des Affaires étrangères, rapporte. Le roi de Transjordanie dit qu'il veut la paix immédiatement. Nous répondons bien sûr que nous voulons aussi la paix, mais que nous ne devons pas courir, seulement marcher. Abdallah sera assassiné par un Palestinien le 20 juillet 1951. À Damas, en mars 1949, pour la première fois, mais non la dernière, l'armée s'empare du pouvoir, sous la direction du colonel Hosni El-Zaïm. Il offre à Israël une paix formelle avec ouverture d'ambassade. En échange, il demande quelques concessions concernant l'eau et les territoires, mais se déclare prêt à absorber 300 000 réfugiés palestiniens. Ben-Gurion rejette ces propositions ainsi qu'une offre de rencontre directe avec le dirigeant syrien. El-Zaïm sera renversé le 14 août 1949, puis exécuté. En ce qui concerne l'Égypte, principale puissance du monde arabe, le régime du roi Farouk, puis après le coup d'État des officiers libres le 23 juillet 1952, celui de Gamal Abdel Nasser, négocie secrètement avec Israël. Jusqu'en 1955, plusieurs plans sont avancés, notamment sous l'égide des États-Unis. De toute évidence, Israël n'a pas couru après la paix. Bien sûr, l'instabilité du monde arabe, traumatisé par la défaite fragmentée en courants rivaux, pesait sur toute négociation. Rien ne garantissait que ces ouvertures auraient débouché sur la paix. Mais cette voie ne fut pas même explorée. Comme l'expliquait à Ben-Gurion, Abba Eban, le représentant israélien aux Nations Unies, les accords d'armistice sont suffisants pour nous. Si nous courons après la paix, les Arabes en demanderont le prix, ou des territoires, ou le retour des réfugiés, ou les deux. Il vaut mieux attendre quelques années. 60 ans après, on attend toujours.